Conseil des ministres ce jeudi au palais présidentiel. Au menu, plusieurs dossiers relatifs à la vie de la nation. Ce conseil a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Lancement aujourd'hui par la première dame Dominique Ouattara de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Afrique. L'initiative est du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. L'actualité à l'étranger avec l'élection présidentielle au Mali, une association fait du porte-à-porte pour sensibiliser les populations sur un déroulement pacifique du scrutin. En sport, le président du comité international olympique Jacques Roche est en Côte d'Ivoire, une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Il s'est tenu aujourd'hui dans l'après-midi un conseil des ministres au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs dossiers portant sur la vie de la nation étaient au menu des discussions. Des décisions relatives à la vie des communes ont été prises au cours de ce conseil des ministres qui s'est particulièrement penché sur la question de la coopération décentralisée. À l'issue de ce conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné s'est adressé à la presse. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. La semaine dernière à Korogo, si vous en souvenez, nous avons parlé longuement des décrets qui avaient été pris par le gouvernement pour encadrer l'activité des collectivités territoriales, en particulier des mairies et des conseils régionaux. Il y avait un décret, par exemple, sur l'organigramme des mairies et des conseils, sur les niveaux de postes des personnes à recruter, sur les niveaux de salaire à fixer, sur les primes. Donc il s'agit, dans le même sens, de prendre des décrets pour encadrer ce qui s'appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire la possibilité pour une commune ou un conseil régional d'avoir une coopération avec une autre commune, voire même avec une ONG, voire même avec une personne morale, une personne privée. Donc il s'agit ici précisément d'éviter certaines erreurs qui ont été faites par le passé et qui ont par exemple conduit à l'endettement de certaines communes sans autorisation préalable de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience aujourd'hui la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou a fait part au chef de l'État de sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de réconciliation et de développement. Awa Touré. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, nommée le 18 mai dernier, a officiellement pris fonction le lundi 8 juillet. Aïchatou Mendaoudou, précédemment représentante spéciale adjointe de l'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour et ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger, est venue saluer le président de la République, Alassane Ouattara. Comme vous le savez, j'ai pris fonction comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire le lundi. Et dans ce cadre-là, je suis venu saluer Monsieur le Président de la République, lui notifier officiellement que j'ai pris fonction et lui exprimer toute ma disposition à accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de réconciliation et de développement dans lequel le pays est engagé. Aïchatou Mendaoudou succède au Néerlandais Bert Koenders, nommé à la tête de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour le Mali. Nous changeons de décor pour nous rendre à l'Assemblée nationale. Au terme de 3 jours de travaux en commission, l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réunie en séance plénière ce jeudi autour du thème de cette 39e assise, à savoir les parlements au cœur de la construction de la nation.
L'on retient de ce conclave que les parlements doivent davantage rapprocher le système démocratique et le peuple pour aboutir à la naissance d'une conscience nationale. Victorine Yaoyoboui. Plusieurs États de l'espace francophone sont confrontés à des crises identitaires, à la rébellion ou au terrorisme. Comment ces États déjà mal en point peuvent-ils devenir des nations ? Voilà le thème central sur lequel les 78 sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, ont convenu de réfléchir à cette 9e session. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a eu la charge d'introduire le débat, pense que les parlements ont un rôle à jouer dans la construction et la consolidation de nos États d'abord pour que ce processus aboutisse à l'État-nation. Les parlements, à mon avis, doivent résolument être des lieux de proposition, d'examen critique, d'expertise, de débats sans complexe, de législation durable et de renouvellement des sociétés démocratiques. Les autres parlementaires partagent cet avis, mais pensent toutefois qu'il y a des préalables. L'Afrique est un continent qui subit des perturbations lancinantes, qui proviennent non pas de l'esprit des populations, mais de la précarité économique et des difficultés de la vie sociale des populations. Lorsque la démocratie doit monter au créneau, il faut qu'elle trouve une situation de paix. Le Parlement doit d'abord refléter la diversité des populations qui composent la nation dans laquelle ce Parlement se trouve. Pour certains, il faut penser la nation au-delà des frontières. Aujourd'hui en Afrique, il n'est pas raisonnable de penser qu'on va construire une identité ivoirienne, une identité burkinabé, une identité malienne sans construction communautaire. Donc nous sommes obligés de lier les deux choses. Ça, c'est une démarche complètement nouvelle dans l'ordre des relations internationales. Et c'est là aussi notre originalité. Depuis 1999, il a été décidé que l'APF, qui est le Parlement de l'Organisation internationale de la francophonie, joue le rôle de vigile de la démocratie dans l'espace francophone. Il est clair, à la lumière de ces travaux, que l'APF veut rapprocher davantage l'exécutif et le peuple pour mettre fin aux différentes crises. Parlons de l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a lancé la campagne aujourd'hui. Il s'agit d'une initiative qui s'applique aussi à la Côte d'Ivoire. La cérémonie était placée sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Viviane Aïmé pour le compte-rendu. Si la majorité des pays africains ont démarré depuis 2010, la campagne initiée par l'Union africaine pour réduire la mortalité maternelle sur le continent, du fait sans doute de la crise sociopolitique, la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de retard, vient de s'inscrire ce jeudi 11 juillet dans ce grand programme sanitaire qui s'étend à toute l'Afrique. En effet, c'est en 2009 que l'Union africaine a lancé la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, en abrégé la CARMA. L'objectif, réduire fortement le nombre trop élevé de décès de femmes du fait des grossesses, des accouchements et des suites de couches. 452 femmes meurent chaque jour en Afrique du fait de ces causes. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 16 femmes qui décèdent chaque jour de ces mêmes causes. Pour le lancement ce jeudi de cette campagne, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avait convié des milliers de femmes des couches les plus défavorisées et qui sont aussi les plus vulnérables. La cérémonie a bénéficié du patronage de la première dame Dominique Ouattara, qui a fait son combat la santé de la mère et de l'enfant, matérialisé par son projet de construction d'un hôpital mère-enfant en cours de réalisation à Bingerville, et aussi de la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La campagne a démarré par un sketch de sensibilisation sur les bienfaits de la consultation prénatale. Plusieurs allocutions ont été dites pour situer sur la dimension du drame en Côte d'Ivoire et les moyens qui vont être déployés pour réduire considérablement les nombreux cas de décès. Au nombre des donateurs qui vont soutenir l'action du gouvernement ivoirien, il y a l'ONU qui a déjà mobilisé un peu plus de 3 milliards de francs. La ministre de la Santé a lancé un appel à la mobilisation de tout le corps social ivoirien. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire à quel point
Tout le gouvernement, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes collègues du gouvernement sont prêts à faire en sorte que cette karma ne soit pas un leurre. Il n'y aura plus, même pas un hameau où les femmes ne sauront pas qu'il faut aller à la maternité. Il n'y aura pas un village où personne ne saura qu'il faut aller accoucher à l'hôpital et qu'il faille faire ces 4 visites médicales et qu'il faille également respecter le planning familial. Le Premier ministre Daniel Krablan-Duncan a présenté la feuille de route du gouvernement. Dans le cadre du Programme national de développement sanitaire PND 2012-2015, le gouvernement, sur l'instruction de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a adopté un important projet d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet est de réduire le nombre de décès maternels d'environ 70%. Je dis bien 70% sur la période 2013 à 2015. D'un coût global de 85,6 milliards de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, s'est adressée aux femmes de Côte d'Ivoire, ses sœurs, pour les encourager à se rendre à l'hôpital pour le suivi médical de leur grossesse. Mes chères sœurs, n'oubliez pas que vous êtes les principales actrices de la réduction de la mortalité maternelle. Pour cela, vous devez vous rendre en consultation prénatale. Elles vous garantiront le bon déroulement de vos grossesses. N'hésitez pas également à faire le test de dépistage du VIH-Sida. C'est le meilleur moyen de prévenir la transmission du virus à votre enfant. En plus des allocutions, il y a eu plusieurs déclarations d'engagement. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, les sportifs nationaux, les sages-femmes et infirmiers de Côte d'Ivoire par le biais de leur association, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, tous se sont engagés à apporter leur soutien aux initiatives du ministère de la Santé pour la réduction de la mortalité maternelle. La Première Dame et le Premier ministre, qui ont paraphé la déclaration d'engagement, ont visité les stands d'exposition avant de se retirer. On a célébré aujourd'hui dans le monde la Journée internationale de la population sous le thème des grossesses des adolescentes. Cette année, le gouvernement ivoirien met l'accent sur l'éducation sexuelle et la santé de la reproduction. On écoute le message du ministre du Plan et du Développement délivré dans le cadre de cette journée. Beket Aliko, Adamakouni. Grossesse d'adolescentes, un autre mal de la jeunesse. La communauté internationale se concentre sur la question à la faveur de la 27e journée mondiale de la population. En Côte d'Ivoire, les statistiques sont alarmantes. En effet, 30 à 50% des femmes mariées ont entre 15 et 19 ans. Avant l'âge de 15 ans, 23% des femmes en âge de procréer ont déjà eu leur premier rapport sexuel. En milieu scolaire, plus de 3000 cas de grossesse d'adolescentes ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2012-2013. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit de traiter la problématique dans le cadre de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence à l'horizon 2020 avec des femmes bien éduquées et en bonne santé. Le fait est que certaines filles, du fait de grossesses précoces, risquent leur vie avec des avortements et des complications au moment de l'accouchement, quand d'autres s'exposent à des maladies telles que le VIH-Sida. Pour sa part, le programme présidentiel d'urgence a consacré 810 milliards de francs CFA à l'éducation et 378 milliards de francs CFA à la santé. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Le gouvernement s'active à relever le défi du dividende démographique à travers l'accès à l'éducation, aux services sociaux de base et à l'emploi. Cette journée est opportune pour réaffirmer la nécessité de protéger les adolescentes, investir en elles et leur permettre ainsi de se prendre en charge et contribuer efficacement à l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La célébration officielle en Côte d'Ivoire de la 27e journée mondiale de la population aura lieu
le 18 juillet prochain à Soubré. La ville est choisie à dessein. 38,7% des filles âgées de 15 à 19 ans de cette région sont concernées par les grossesses précoces. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'ENCA. Le chef du gouvernement a parrainé la 24e promotion des ingénieurs statisticiens économistes. Herman Yamia. Ils sont 33 élèves issus de la 24e promotion des ingénieurs statisticiens économistes de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, ENCA. Pour le parrainage de leur promotion, ces élèves ont voulu une personnalité de marque et de référence. Leur choix, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon eux, c'est un serviteur loyal et infatigable de l'État de Côte d'Ivoire. Le parrain de la 24e promotion, Daniel Kablan-Duncan, s'est dit honoré du choix porté sur sa personne avant de souligner l'importance de la statistique dans le développement d'un pays. Qu'est-ce qu'apporte la statistique? Ça apporte énormément de choses. D'abord, de parler de manière concrète, pas dans le vide. Première chose. La deuxième chose, ça permet donc des programmations, de programmer l'avenir. Et lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, disons qu'émergente en 2020, c'est un travail important des statisticiens qui permettent par exemple de projeter le nombre de la population en 2020, qui permet de savoir combien d'écoles il faut construire, combien de dispensaires. Vous voyez, c'est important d'avoir cet outil essentiel pour la programmation et disons qu'est la statistique. L'ENCA a été créée depuis 1961 pour contribuer à la formation des cadres statisticiens africains. À ce jour, l'école a formé plus de 3000 diplômés, tous de hauts cadres africains. Le ministre auprès du président de la République en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, ancien élève de l'ENCA, a rendu un témoignage pour traduire le prestige de l'école. À cette occasion, des anciens élèves de l'ENCA, ivoiriens comme étrangers, étaient présents pour soutenir leurs cadets. L'université Nangui à Brogua a constitué ce matin la 5e étape de la visite du ministre Cissé Bakongo en tournée dans les universités pour constater les défis et difficultés auxquels sont confrontés au quotidien ces temples du savoir. Première année universitaire à la suite des réhabilitations et l'intégration du système licence, master, doctorat. Qu'en est-il réellement à l'université Nangui à Brogua après un semestre écoulé? Le point a été fait ce matin au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, dans le cadre de sa tournée des universités. Au chapitre des difficultés, l'accent a été mis sur le manque de certaines infrastructures et matériels, aussi bien pour étudiants que personnel enseignant et administratif. Au début de l'année, le Wi-Fi passait. On venait avec les ordinateurs pour venir faire des recherches et tout, mais bon. À la fin du premier semestre, on a vu que du coup, ça ne passait plus. Concernant la restauration, les plans ne sont pas subventionnés par l'État. On a besoin de bus. Donc l'étudiant finit à 18h30, souvent il rentre à la maison à 22h. Il y a beaucoup de professeurs qui n'ont pas de bureau. Ils sont obligés de partager des bureaux avec leurs collègues. Et puis il y a aussi un élément important, c'est les laboratoires de recherche. Avec la crise que nous avons connue, tout le matériel a été endommagé, le matériel a été emporté. Une grande partie de ces préoccupations est en cours de résolution, a rassuré le ministre Bakongo. Il a par ailleurs présenté sa nouvelle vision des universités ivoiriennes, à savoir une approche managériale plus proche de celle des entreprises. Nous avons rassuré la présidence, le personnel administratif et technique, les enseignants, quant à l'arrivée et au déploiement très prochain, ici même à Nangui à Brogua, des équipements, ce qu'ils peuvent faire aussi parce que les universités, dans notre vision, sont des véritables entreprises. Nangui à Brogua, ex-université Aboboa Djamé, dispose entre autres de 4 unités de formation et de recherche, sciences de la nature, sciences et technologies des aliments, sciences et gestion de l'environnement et l'UFR sciences fondamentales et appliquées, en plus de l'école préparatoire aux sciences de la santé. C'était un reportage de Christelle Menon commenté par Léon Brou. Un mot d'économie pour parler de bonne gouvernance. Le ministère en charge de l'économie et des finances vient de procéder au lancement des activités de la Commission administrative de conciliation des marchés publics, en abrégé CAC. Il s'agit d'un instrument de régulation qui va contribuer à la résolution des contentieux administratifs dans le cadre des passations des marchés publics. Jean-Jacques Kwame nous en parle.
En recevant la lettre de mission de la Commission administrative de conciliation des marchés publics, en abrégé CAC, Ursuline Nanda, en sa qualité de nouvelle présidente, aura à assurer la régulation du système des marchés publics au niveau des acteurs internes à l'administration, à régler les différends nés dans les phases de passation des marchés publics et à se prononcer sur les sanctions aux infractions commises par les agents publics. La CAC est saisie d'un recours, certes. Elle va rendre des décisions qu'on appelle des avis de règlement. Et ces avis de règlement doivent faire l'objet d'homologation par notre ministère de tutelle, qui est en fait le ministère en charge des marchés publics. Et c'est une fois homologués que ces avis deviennent des décisions. Et s'agissant d'un recours non juridictionnel, toute partie qui se trouve confrontée à un litige dont la décision a été rendue par la CAC et qui s'estime encore lésée dans ses droits peut saisir les juridictions étatiques. La direction des marchés publics, tout en apportant son soutien à la Commission, a sollicité sa contribution en vue d'une amélioration du taux de décaissement des crédits des marchés publics. Amené à confirmer les avis émis par la CAC, le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances a témoigné sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers pour la mise en place de la Commission administrative de conciliation des marchés publics. L'émissaire du ministre en charge de l'économie a réitéré l'engagement du gouvernement à assainir la passation des marchés publics. Créée en 2010, la Commission administrative de conciliation des marchés publics est composée de 3 membres désignés, son mandat 3 ans, renouvelable une fois. Les 39e assises du Parlement de la francophonie marquent également le retour du Massa, le marché des arts et spectacles africains, et des CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. La tenue du Massa a été fixée du 1er au 8 mars 2014. L'Organisation internationale de la francophonie et le ministère de la Culture ont signé ce matin une convention pour la reprise des activités. Le compte-rendu de Marie-Laure Ngouron. Le Massa est de retour. Le marché des arts et du spectacle africain revient sur la scène après 6 ans d'inactivité. L'Organisation internationale de la francophonie et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Culture, en ont décidé ainsi. Un nouveau directeur général par intérim a été nommé pour relancer le Massa. Professeur Yacouba Konaté, universitaire, critique d'art ivoirien, affiche une réelle détermination à redorer l'image du marché des arts et du spectacle africain. Le Massa, qui l'organisera du 1er au 8 mars 2014, prendra l'allure d'un festival. Le concept fondamental va être élargi à une dimension festival. Le Massa, traditionnellement, c'était la musique, le théâtre et la danse. Maintenant, il faudra dire qu'il y aura également le conte et l'humour. Des innovations pour donner un souffle nouveau au Massa. Le ministre de la Culture et de la Francophonie et la directrice de la diversité et du développement culturel de l'OIF, Youma Fall, se sont accordés non seulement pour restaurer le Massa, mais aussi les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Le programme, interrompu en 2002, va donc redémarrer pour le bonheur des populations des zones rurales dans la région de Koroko. À l'étranger, au Mali, on prépare la prochaine élection présidentielle alors que le président par intérim, Diankouda Traoré, multiplie les appels à une campagne calme, sans violence. Une association de jeunes Maliens a lancé une opération porte-à-porte sur toute l'étendue du territoire. L'opération consiste à aller dans chaque famille pour sensibiliser les populations à voter dans le calme et le respect des règles du vote. Suivez ce reportage. La campagne pour le premier tour de la présidentielle a débuté dimanche au Mali. 28 candidats sont en lice, mais l'inquiétude porte sur le taux de participation qui n'a jamais dépassé les 40% au Mali. Plusieurs associations issues de la société civile se sont donné 3 semaines pour sensibiliser la population sur l'importance de ce scrutin. Elles veulent encourager les Maliens à se mobiliser pour qu'ils choisissent leurs dirigeants et pèsent sur les orientations du pays. Des réunions sont organisées dans les différents quartiers de la capitale. Dans les universités, dans les quartiers, dans les carrés, dans les mairies, pour expliquer aux gens le bien fondé de leur participation à la vie démocratique en général et aux élections en particulier. Si les Maliens boudent les urnes, cela veut dire que la démocratie est en danger. Sketch, théâtre, débat public, tout est bon pour mobiliser les millions de Maliens en âge de voter, notamment les femmes et les jeunes, afin qu'ils se déplacent pour cette élection cruciale.
La population est appelée à se munir de sa carte biométrique, une carte d'identité qui fera fonction de carte électorale, absolument nécessaire pour pouvoir exercer son droit de vote. Nous avons appris beaucoup de choses sur le retrait des cartes d'électeurs. C'est possible avec un simple livret de famille. Nous avons compris la nécessité d'aller voter pour ne pas avoir un dirigeant qui ne nous plaît pas et ensuite reprocher aux autres de l'avoir choisi. On va faire circuler l'information. Le scrutin présidentiel, dont le premier tour est prévu le dimanche 28 juillet, doit permettre au Mali de sortir de 18 mois de crise politique en retrouvant un gouvernement légitime et démocratique. L'actualité internationale nous conduit également en Égypte, où la situation reste tendue avec les tensions persistantes entre pro et anti-Morsi. Les premiers ne baissent pas la garde, ils continuent de réclamer le retour au pouvoir du président déchu. Regardez. Dans la rue, les deux camps restent fortement mobilisés. Les anti-Morsi, place Tahrir, et les pro-Morsi, devant la mosquée Al-Adawiya. Les mandats d'arrêt lancés par la justice égyptienne contre le guide suprême des frères musulmans et d'autres responsables de la confrérie ont encore ajouté à la tension. Les partisans du président islamiste évincé par l'armée il y a une semaine ont promis de poursuivre leur mouvement jusqu'au retour de leur président. Nous sommes ici pour la défense de la légitimité. Nous avons porté au pouvoir le docteur Morsi légitimement et nous ne partirons pas d'ici tant qu'il n'aura pas repris sa place, peu importe le prix. Mercredi, au premier jour du Ramadan, après la rupture du jeûne, des milliers de personnes sont venues tout naturellement grossir les rangs pro-Morsi sur la place Al-Adawiya. Elles ont prié pour les morts de lundi, puis ont pris la direction du palais présidentiel, dont l'accès a été bloqué par les militaires. Un manifestant s'est alors adressé à eux, réaffirmant son droit à dénoncer un coup d'État. Nous continuons de penser et croire que l'armée égyptienne, dans sa grande honnêteté et son grand patriotisme, doit porter la légalité et doit défendre la légalité plutôt que de casser la volonté du peuple et casser sa liberté dans tous les cas. Il n'y a pas eu de violence cette fois entre les manifestants et l'armée. Mais la société égyptienne est aujourd'hui profondément divisée. La tension est tout aussi vive dans d'autres villes du pays, comme ici, à Alexandrie. Et les frères musulmans ont appelé à de nouvelles manifestations vendredi, jour de la prière, faisant craindre de nouveaux débordements. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de sport. Le président du comité international olympique, Jacques Roch, est arrivé ce soir dans le pays. Sa visite s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et c'est avec Sébastien Ounier. Jacques Roch est le président du comité international olympique. Sa première visite en Côte d'Ivoire vise deux objectifs. Apporter son soutien au général Lassana Palanfo, président de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques. Ensuite, montrer son attachement à l'olympisme. Jacques Roch a pris les rênes du CIO en 2001. J'ai fait beaucoup de visites en Afrique, mais pour des raisons que je ne peux pas m'expliquer, je n'ai pas eu d'occasion d'avoir de réunions olympiques ici à Abidjan. Et c'est, je dirais, une lacune qui est remplie. La Côte d'Ivoire est un pays très important dans le monde olympique et dans le monde du sport, de par ses athlètes, mais aussi de par ses dirigeants sportifs. Je vais assister à l'Assemblée générale de l'ACNOA, qui est l'association continentale africaine, dirigée par votre compatriote Lassana Palanfo, et je me réjouis de ces réunions. J'ai une très grande amitié, un très grand respect, une très grande reconnaissance pour mon collègue Lassana Palanfo. Je crois que ce sera une très belle Assemblée générale. Jacques Roch est en fin de mandat. Le nouveau président du CIO sera connu le 10 septembre prochain. Ce déplacement d'Abidjan est aussi une reconnaissance au soutien de ces nombreuses actions par les présidents des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et avant de refermer ce journal, une information. Le président du comité national olympique de Côte d'Ivoire informe tous les sportifs membres de la Fédération ivoirienne de handball
que depuis plusieurs semaines, tous les organes du CNO sont impliqués à plein temps dans l'organisation de l'Assemblée générale de l'ACNOA à Abidjan les 12 et 13 juillet 2013. Vu l'importance de ce grand événement de portée mondiale, il a le regret d'informer tous les membres de la FIHB que l'Assemblée générale, initialement prévue le dimanche 14 juillet, est reportée à une date ultérieure. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur RTI1.